Zoom et des zooms. Parfait. Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'une histoire assez terrible en vrai. Aujourd'hui, je m'improvise conteur d'histoire pour vous raconter une petite péripétie qui est terrible. Donc aujourd'hui, je vous raconte la catastrophe de Goiânia. Je pense que ça se prononce comme ça. C'est au Brésil. Voilà, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On remonte le 13 septembre 1987. Donc à Goiânia, une petite ville au sud de la capitale, on retrouve Roberto dos Santos Alves et Wagner Motta Pereira. Et en fait, au début de la nuit, ils pénètrent dans un centre hospitalier abandonné. Et leur but est juste de tirer du matériel et pouvoir le revendre après, en fait, tout simplement. Ce soir-là, par chance, le centre n'était pas gardé par le gardien, il était apparemment en arrêt maladie. Un petit rhume, ça arrive. Et après quelques temps dans le centre, il trouve quelque chose de plutôt intéressant. Il rentre dans une partie de l'hôpital qui est liée à la radiothérapie et trouve une unité de radiothérapie. Et ils comprennent rapidement que ça peut valoir pas mal de sous, en vrai. C'est quand même assez rare, c'est gros, c'est mastoc, ça peut se revendre plutôt pas mal. Et tout simplement, ils repartent avec. Ouais, ils sont venus pour voler des trucs, ils ont trouvé un bon truc, ils repartent avec. Ils la mettent dans une boîte et ils rentrent chez eux. Une fois arrivés chez eux dans la nuit, ils commencent direct à démonter l'unité de radiothérapie. Plus tard dans la soirée, les deux, Roberto et Wagner, commencent à vomir. Why not? Et malgré leur maux de tête, leur vomissement et même leur diarrhée, ils continuent à démonter l'unité. Le lendemain, Wagner a vraiment une grosse diarrhée, beaucoup de vomissements et beaucoup de vertiges. Ça, c'est pas fun. 2 jours après, donc le 15 septembre, il décide quand même d'aller chez le médecin parce qu'il est vraiment pas bien. Et le médecin lui diagnostique en fait juste une intoxication alimentaire. Et c'est pas déconnant, parce qu'ils vivent pas dans un milieu incroyable, on va dire. Donc c'est pas si déconnant. Mais quelques jours plus tard, la main de Wagner commence à gonfler. Et des brûlures apparaissent sur sa main. Une brûlure de la taille de la capsule de radiothérapie. Bizarre. Roberto s'efforce quand même de continuer le démantèlement de l'unité de radiothérapie et il trouve une petite capsule comme ça, intéressant. Et cette petite capsule est complètement fermée hermétiquement, très compliqué de l'ouvrir et en fait il la stocke sous le manguier de sa cour. Le lendemain, donc le 16 septembre, il arrive à ouvrir la petite capsule. Il aperçoit alors quelque chose qui brille, d'un bleu profond, ça brille. Très rapidement, il va comprendre que en fait c'est dans une encore plus petite capsule, c'est une espèce de poudre bleue, un bleu très très profond qui émet de la lumière, mais il va comprendre qu'en fait, ça va rien lui rapporter. Alors il l'emmène dans un dépôt de ferraille voisin pour voir s'ils veulent bien lui racheter. Donc il repart avec toute l'unité de radiothérapie, sa petite capsule bleue, et voilà, il ramène ça à un dépôt de ferraille. Un employé réceptionne alors toute l'unité de radiothérapie avec la capsule, et il l'emmène au garage du propriétaire du dépôt de ferraille. C'est un peu compliqué, mais bon, ça va. Quand le proprio arrive, qui s'appelle Dever Alves, on va l'appeler Dever, pour ça va être plus simple. Quand il arrive chez lui, il voit cette petite capsule posée au fond de son garage qui émet de la lumière. Tout de suite, il pense que c'est quelque chose de très rare, voire même de magique. Bah ouais, parce que ça émet de la lumière bleue comme ça, donc il se demande ce que c'est. Personne ne le sait en fait. Et pendant les 3 jours qui suivent, il va inviter des gens de sa famille et des amis à venir voir la capsule. Parce que pour lui, c'est juste fabuleux quoi. Et il propose même à ses amis et à sa famille une récompense à celui qui arriverait à ouvrir cette capsule pour en extraire la poudre. Dever confie même qu'avec cette poudre, il voudrait faire une bague à sa femme. Parce que, je vous dis, le bleu est profond, c'est juste magnifique. Après acharnement sur la capsule, il arrive à extraire quelques grains de la poudre. Il en donne quelques-uns à sa famille, quelques-uns à ses amis, et le même jour où il arrive à extraire cette poudre, sa femme tombe malade. Et 3 jours après, la famille vend encore l'unité de radiothérapie à un autre dépôt de ferraille. Mais un jour avant d'aller vendre l'unité de radiothérapie à un dépôt de ferraille, le frère de Dever, qui s'appelle Ivo, réussit lui aussi à extraire un peu de poudre de la capsule. Il réussit à récupérer quelques grains avec un tournevis et il ramène les grains qu'il a récupérés chez lui. En arrivant chez lui, il en fait tomber par terre devant sa cour, mais bon, c'est pas très grave, il en perd pas trop et il en garde. Seul problème, il y a sa petite fille de 6 ans qui se pose dans la cour et qui mange un sandwich. En mangeant son sandwich, elle est émerveillée par la petite poudre bleue qui est posée à côté d'elle. Elle en met alors sur ses doigts et sur sa tête, émerveillée parce que ça fait comme des petites paillettes, et elle en fait même tomber dans son sandwich et elle en ingère en mangeant son sandwich.
Gabriella, la femme de Ver, réunit ces quelques neurones. Apparemment, c'est la seule personne qui veut bien réunir ces neurones ici. Et comprend rapidement qu'il y a un problème autour de cette poudre bleue. Parce qu'il y a énormément de gens qui tombent malades dans leur entourage. Le 28 septembre, alors Gabriella emmène le reste de poudre bleue chez un médecin. Et il y a analyse de cette poudre. Enfin, après 15 jours. 24 heures après, tout le monde est dans leur maison, Gabriella chez elle, De Ver aussi, Ivo dans sa maison et Roberto dans sa maison, tout le monde est pépère. Et ils se demandent encore qu'est-ce que c'était que cette petite poudre bleue, mais bon, voilà, ils restent chez eux. Et d'un coup, sorti de nulle part, il y a une grosse équipe de décontamination qui arrive. Et là, ils barricadent tout et tout le monde doit évacuer. Ils doivent examiner quasiment toute la ville. Et en fait, ils ont le fin mot de l'histoire. Cette petite poudre bleue magnifique qui luisait était juste du chlorure de césium 137. Super. Et en fait, ce césium 137 était juste utilisé pour la radiothérapie. Bah oui, il faut une source radioactive en fait pour faire une radiothérapie. Et donc c'était ce petit césium 137 qui était utilisé. Pas ouf, pas ouf. Donc, il y a une source de rayonnement radioactif qui est donc cette petite capsule bleue. Mais de base, cette source radioactive, elle est dans un bouclier d'acier et de plomb. Donc normalement, il n'y a pas de problème en fait si on l'ouvre pas. Or, ils l'ont ouvert, donc il y a eu plein de problèmes. En 1971, à la construction en fait de la capsule, elle fut estimée à 74 terabecquerels, ce qui est énorme. La dose de rayonnement atteignait 4,5 gray à 1 mètre de distance. Je vous rappelle que 4,5 gray sur le corps d'un être humain, c'est mortel à 50%. Et là, si tu te trouves à 1 mètre, en 1 heure, tu prends 4,5 gray. Genre c'est énorme, c'est juste énorme. Après décontamination de la zone, le taux de becquerel était encore hyper élevé. Il était quand même à 7 terabecquerels. Et maintenant, en 2019, quand le dernier relevé a été fait, c'est à 3,3 terabecquerels. Sur la fin, ça décroît tout seul parce que le césium 137 désintègre en continu. À un moment, il a atteint sa demi-vie, c'est beaucoup moins radioactif. Mais c'est quand même énorme, c'est quand même très élevé. Alors, tous ces petits personnages-là qui ont manipulé la source de césium sans savoir ce que c'était, juste par avidité, parce qu'ils voulaient juste voler quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Et pour certains, il y a quand même une fin assez terrible. Ouais, malheureusement, ils ne sont pas tous sortis indemnes de cette histoire. Premièrement, la femme de De Ver, Gabriella, celle qui a bien réfléchi et qui a emmené la capsule de césium pour des analyses, elle, à 37 ans, elle a reçu une dose de 5,6 gray. Ouais, ça fait mal là. En fait, 3 jours après sa contamination, elle eut de graves problèmes. Des hémorragies internes, des lésions internes, elle commençait à perdre ses cheveux et elle est morte le 23 octobre 1987. Soit, en gros, 1 mois et 10 jours après la découverte de la capsule, quoi. Ensuite, 2 employés de Ver. En fait, ils étaient sur le démantèlement de la machine avec lui. Donc, Israel Batista dos Santos et Admilson Alves de Souza, âgés de 22 et 18 ans, ont pris cher. Ils ont reçu une dose d'au moins 5 gray. Et ils sont décédés de crise cardiaque, de lésions internes, d'hémorragie. Enfin, c'est un peu un tout qui a mené à des crises cardiaques, en fait. Et dernièrement, c'est la petite fille d'Ivo qui mangeait son sandwich dans la cour, sachant qu'elle a ingéré la source radioactive. C'est celle qui a pris le plus de radioactivité, surtout à 6 ans, quoi. C'est pas fun, quoi. Donc, âgée de 6 ans, elle a pris une dose de 7,5 gray, ce qui est juste donc énorme. Elle était tellement radioactive que les employés de l'hôpital ne voulaient pas l'approcher. En fait, elle était isolée dans une partie de l'hôpital, confinée et un peu à attendre la mort. À 7,5 gray sur une fille de 6 ans, ça doit peser 25 kilos. Bon, voilà quoi, ça va pas bien se finir quoi. Donc évidemment, beaucoup de lésions internes, hémorragie interne, perte de cheveux, brûlures et donc décès. La routine, finalement. De Ver Alves, qui était la personne qui avait le plus manipulé la capsule, malgré une dose reçue de 7 gray, n'a quasiment pas eu de problème. Alors si, il a eu quelques problèmes liés à la radioactivité, mais en fait, il est mort d'une cirrhose du foie des années après. Donc, pas lié à la radioactivité. C'est 130 000 personnes dans la ville qui ont dû aller faire des tests. C'est beaucoup, en vrai, pour une petite capsule qui touche 130 000 personnes. Bon, il s'est avéré, après analyse de ces gens, que, en fait, il y a seulement
seulement 250 personnes qui étaient vraiment touchées par la radioactivité de la capsule. Après une longue période de décontamination, de raclage des murs, d'aspiration des poussières, et la capsule fut isolée, ensuite décontaminée, et maintenant je crois qu'elle est exposée à Rio. Et voilà, la ville de Goiânia a connu une des pires catastrophes nucléaires de l'histoire. C'est une erreur humaine, évidemment. On ne va pas voler des unités de radiothérapie. Je sais qu'il y a eu des procès aussi, parce qu'en fait, une unité de radiothérapie avec une capsule de chlorure de césium 137 n'a juste pas lieu à être, n'a pas à être dans un endroit abandonné comme ça. C'est logique. Évidemment, c'est une histoire terrible. Elle n'est pas non plus hyper connue. Je crois qu'il y a eu un film quand même brésilien dessus, mais c'est pas non plus une histoire que tout le monde connaît, quoi. On connaît évidemment Tchernobyl ou le sous-marin de l'URSS, des choses comme ça, Fukushima, mais ouais. Alors, des petites histoires comme ça à droite à gauche. Il y en a d'autres, je vous en raconterai peut-être, mais celle-ci n'était pas hyper connue. Enfin bon, voilà, j'ai fini avec mon histoire qui est juste horrible. Je vous invite évidemment à vous abonner et à liker cette vidéo, si le cœur vous en dit. Évidemment, partagez-la. Prévenez les gens qu'il ne faut pas toucher le chlorure de césium, c'est logique. Et moi tout simplement, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bisous tout le monde.